up arrive in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, ça dépend bien évidemment, comme je le dis souvent, très souvent, tous les jours, à chaque fois qu'il y a une publication, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez voir cette vidéo. On retrouve notre ami Romain Rimbaud qui est là aujourd'hui, et en fait, déjà, bonjour Romain, comment vas-tu? Mais très bien, ça va très bien, merci de ton accueil encore. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Oui, elles sont pas encore finies, il me reste encore 5 jours, donc je profite. Alors je suis doublement heureux, premièrement parce que nous allons en fait, il y a trois raisons du fait que je sois content d'être avec toi aujourd'hui. C'est le fait de renouer le dialogue, parce que nous avions déjà discuté, toi et moi, autour d'un cinéaste qui nous est extrêmement sensible et qui est David Cronenberg. On avait parlé comme ça de sa filmo, et vous avez donc pu voir entre autres ce qu'on pensait et surtout ce que pensait Romain de certains de ses films. Et puis surtout, j'insiste beaucoup sur le fait que Romain Rimbaud a une chaîne YouTube. Vous trouverez le lien dans le descriptif de cette vidéo, et je vous invite à y aller parce que en tout cas vous ne perdrez pas de temps en regardant ces émissions. Deuxièmement, je suis content parce qu'on va parler d'un film qui me plaît énormément et qui je sais aussi t'intéresse beaucoup, qui est Le Prestige de Christopher Nolan, qui est un film qui a été réalisé en 2006 entre, si je me trompe pas, Batman Begins et The Dark Knight. Donc c'est quand même du lourd. Et troisièmement, parce que il y a aussi cette idée que de t'embêter pendant tes vacances, ça me fait extrêmement plaisir. Voilà. Et ben ça me fait très plaisir que tu m'embêtes aussi. Voilà, c'est cela. Alors, il faut savoir que, en fait, cette idée de parler du Prestige est venue lors de notre première conversation autour de Cronenberg. On parlait de faux semblants, et je crois que je sais plus si c'était toi ou moi, mais on avait évoqué un moment. Oui, je t'avais dit que ça me faisait rappeler partiellement. Peut-être un peu The Prestige, comme ça, sur la relation entre les deux frères, et il y avait comme ça aussi cette relation très particulière entre ces deux personnages dans The Prestige, qui sont interprétés par Hugh Jackman et Christian Bale, et qui étaient amis mais en même temps qui sont rivaux, et puis surtout voilà, il y a comme ça une particularité pour plein d'autres choses, et tu étais en tout cas intrigué, et on s'était dit revoyons-nous pour parler de ce film, parce que c'est là que j'apprenais que c'était un film particulièrement important pour toi. Et tu sais, moi, quand je te dis revoyons-nous, la promesse, je la tiens. Et donc, on est là. Et aujourd'hui, on va parler de ce film qui maintenant a plus de 15 ans, mais qui reste extrêmement récent de par sa mise en scène, son arc narratif et plein de raisons. Donc, je suis très content que tu aies accepté cette invitation et je t'en remercie. Merci à toi. Bon. Alors, je pense qu'il faudrait commencer, non pas commencer, parce qu'on va dire que c'est une conversation qui ne s'est pas terminée, donc on va continuer cette conversation. Tu me disais hors caméra que tu avais revu Faux Semblant et récemment, et donc que tu y voyais effectivement quelques similitudes. Alors, est-ce que ces similitudes ce sont les mêmes que j'ai évoquées lorsqu'on avait discuté ensemble il y a quelques semaines, ou est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont greffés? Et ça m'intéresserait de savoir, en tout cas. Alors, est-ce qu'on a le droit, pour le coup, je débute direct comme ça, mais comme Le Prestige est un film à twist, quand même, si on peut l'appeler comme ça, même si pour moi, twist, ça a vraiment de sens. Est-ce qu'on peut y aller? Pas d'accord. Alors, c'est très drôle. Alors, c'est génial que tu me dises ça. Parce que moi, je suis pas vraiment d'accord avec toi. C'est effectivement, il y a peut-être un twist, mais je veux dire, il est tellement, comment dire, tellement simple qu'en fait, on le devine très vite. Normalement, si on prend le temps. Ah non, mais c'est génial ce que tu dis, parce qu'en plus de cela, ça rejoint exactement la première phrase du film, c'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment vu? Et c'est ça, en fait. Est-ce que vous avez vraiment vu? Et si vous avez vraiment vu, ne soyez pas surpris finalement par ce twist, parce que vous le saviez dès le départ, mais vous ne vouliez pas l'accepter, parce que vous attendez toujours à des choses extraordinaires. Mais déjà ça, c'est extraordinaire. Donc c'est très intéressant, et la réponse est vas-y, je n'ai aucun problème avec le spoil. Dans ma chaîne, on peut spoiler, c'est pas un problème. Voilà. Mais tu as parfaitement raison, je suis tout à fait d'accord sur le fait, quand je dis twist, c'est dans le sens où effectivement, pour un spectateur qui n'a pas vu le film, il peut y avoir quelque chose de frustrant dans le fait de révéler cet élément, mais en même temps, tu as raison, c'est un non-twist, en fait, il y a quelque chose de quasi anticlimactique dans ce final-là, parce qu'effectivement, tout est dit depuis le début,
mais effectivement, on n'a pas envie de le voir ou on refuse de le voir parce que ce serait trop simple, mais c'est la base de la magie par définition, c'est que si on évente le secret, si on fait ce qu'on appelle du débinage en magie, eh ben c'est pas tant le débinage qui est problématique que le contenu de débinage qui est souvent extrêmement décevant par rapport à l'effet qu'on peut tirer du gimmick, du truc, du tour, tout ce qu'on veut. Mais pour revenir à tu disais à Faux Semblant, parce qu'en fait, j'avais revu Faux Semblant avant notre live sur Cronenberg, tu m'avais fait part de cette idée que je trouvais hyper bien de mettre les liens entre les deux, et donc j'ai revu pour le coup la semaine dernière donc le Prestige avec en fond cette nouvelle on va dire ce nouvel éclaircissement, cette nouvelle lueur qui était la lueur de Faux Semblant que tu m'avais donnée. Et c'est hyper intéressant parce que pour le coup, alors on avait parlé de la notion du double chez Cronenberg qui est très importante, qui ramène à plein de questionnements freudiens, on en avait parlé. Là, la notion du double est hyper importante parce qu'elle se joue à plusieurs degrés. Et ça, je trouve ça passionnant. Alors, et je trouve que pour revenir à Faux Semblant avec le lien entre Bev et Ellie, enfin Beverly et entre les deux jumeaux, qui sont à la fois deux personnes différentes et à la fois la même personne, la rivalité, le fait qu'il y en ait un qui soit plutôt le cerveau derrière et l'autre celui qui soit lors de la représentation, celui qui se montre, et la rivalité va jaillir de cet élément-là où il y a un personnage évidemment qui fait tout derrière en sous-main, qui a construit, qui est le truc, hein, qui est le gimmick pour reprendre des éléments magiques, et qui lui n'a pas le succès qu'il mérite eu égard au fait que c'est lui qui a créé l'illusion en tant que tel. Alors on verra avec le personnage de Christian Bale, c'est différent parce que justement il y a une alternance et il y a un roulement. Enfin, il y a deux personnages interprétés par Christian Bale. Ça y est, on est parti, on spoil. Il y a un roulement dans le succès, là où le personnage de Hugh Jackman justement va profiter en tout cas du succès pleinement et évincer ses doubles, puisqu'on rentre déjà sur la question du double aussi. Et ça se dit à plein de degrés en plus parce que le cinéma, pareil, d'un point de vue historique, c'est le double de la magie et vice versa, où la magie est le double du cinéma. C'est un art double ou un art jumeau pour revenir à la question de la gémellité chez Cronenberg. Dans Faux Semblant, c'est le film, c'est ces deux arts qui sont jumeaux, qui entretiennent vraiment des liens extrêmement étroits, historiques, qui sont nés dans cette mesure de la même manière. La base est la même. Je veux dire, si on revient même très très anciennement, on vient au mythe de la caverne de Platon, l'allégorie de la caverne. C'est intéressant parce que c'est de la magie, l'allégorie de la caverne. C'est le théâtre d'ombre et c'est ce qu'on retrouve dans le cinéma. C'est aussi les origines du cinéma dans une certaine mesure. C'est cette image qui va capter notre regard, qui va emprisonner notre regard, qui emprisonne le regard des gens qui sont emprisonnés dans la caverne et qui fait qu'ils ne voient pas la vérité, puisque c'est ce qui est projeté, ce sont les préjugés, les mensonges, les illusions. Et il faut sortir de cette caverne. Mais de la même manière que le cinéma et la magie sont les deux arts du mensonge, en fait, notamment, mais d'un mensonge qui est intéressant parce que c'est le spectateur qui accepte le mensonge. La magie, le plus fort, c'est pas tant, et je crois que dans le Prestige, d'ailleurs, ils le disent, ce qui est le plus important, c'est que c'est le spectateur qui accepte l'illusion. C'est pas une illusion malhonnête, c'est une illusion très honnête, puisqu'on le dit qu'on ment, on dit qu'on triche, comme au cinéma, on le sait, c'est la suspension consentie d'incrédulité, et on accepte ça. Et c'est dans les yeux du spectateur, et dans cette acceptation et cette suspension du jugement qu'a le spectateur, c'est de ça que va naître la magie. Pas tant de la représentation en tant que telle, mais c'est dans le regard des gens qu'elle existe. Alors, c'est intéressant parce que tu parlais de la vue tout à l'heure aussi. J'ai revu donc il y a 3 jours, parce que je le présentais dans mon cinéma, Ne vous retournez pas de Nicolas Rugg. Et il y a tout ce fond aussi sur l'idée de la vue aussi, sur le personnage qui refuse de voir aussi tous ces éléments-là, comme nous, spectateurs, face au Prestige, on refuse de voir que le secret, c'est ce truc aussi simple qu'on nous balance depuis le début comme ça de manière et qui paraît totalement évident en fait. Cette question du double, hein, pour revenir à la question du double, on nous le dit qu'il y a un double. Et tout le monde est convaincu de ça. Mais oui, mais c'est parce que c'est tellement simple qu'on refuse de l'accepter, cette simplicité. Il y a quelque chose de l'ordre de l'extraordinaire, alors qu'on a oublié que c'est les choses simples qui sont finalement extraordinaires, et je ne sais pour quelle raison, peut-être parce que on n'a pas confiance avec notre propre réel, on n'arrive pas à l'accepter, et on croit que c'est comme, tu vois, c'est comme ces contes fantastiques, ces incroyables romans fantastiques du 19e siècle. Je pense à Edgar Allan Poe par exemple, où tout découle du réel. C'est de là que cette inquiétude, étrangeté, comme disait l'autre, ça vient aussi du réel. Et si ça, on ne l'a pas accepté et qu'on veut autre chose qui soit peut-être
plus démonstratif, mais qui en même temps se périme au moment où cela se fait, on n'a pas compris grand-chose. Et je trouve que lorsque on a besoin de sensations fortes, finalement, ces sensations fortes se périment au moment où elles se font. Tu vois ce que je veux dire? Alors que lorsque c'est quelque chose qui provient du réel, c'est beaucoup plus flippant et on ne l'accepte pas. Et le film The Prestige part de ce concept-là. Il le dit. Est-ce que vous voyez vraiment? Est-ce que vous voyez vraiment? Et puis ensuite, il y a Michael Caine, qui est juste extraordinaire, mais c'est un pléonasme de dire que Michael Caine est extraordinaire, et qui donc explique ce que les 3 grandes étapes narratives de ce qu'on appelle un tour de magie, à savoir la promesse, le tour et le prestige. Donc, ce que je veux dire, c'est que Nolan, par 2 fois, donne les clés du film. Tout à fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette terminologie, donc la promesse, le tour et le prestige, n'est pas une terminologie qu'on utilise en magie. C'est une terminologie qui a été inventée par l'auteur du roman de base, alors que je n'ai pas lu. Mais c'est quelque chose qu'on n'utilise pas fondamentalement en magie. En fait, on utilise plutôt la question du climax parce qu'il y a une proximité avec le cinéma dans l'écriture dramaturgique. Il y a plein d'autres théories. On trouve ça chez Juan Tamariz, par exemple, qui est un magicien espagnol, dans l'école espagnole, la question du chemin magique, etc. Donc, qui construit ce qui permet de construire dramaturgiquement un effet, un tour. Une routine, pour être plus long, c'est un ensemble d'effets. Mais cette terminologie, elle est propre à l'auteur. Mais elle est intéressante parce que c'est une terminologie, certes, qui est propre à un auteur particulier, qui met des mots sur une structure narrative particulière, ou une structure dramaturgique. Ceci étant dit, elle correspond parfaitement à un tour. Enfin, on pourrait parfaitement l'accoler à un tour de magie, quel qu'il soit, en fait. Donc ça fonctionne très très bien, en fait, à ce niveau-là. Donc c'est très cohérent, en fait. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce que j'ai omis de dire, c'est que, et je pense que celles et ceux qui ont l'écoute, qui ont bien écouté ce que tu disais depuis 11 minutes, je pense qu'ils ont compris que la magie et toi, ça fait, que tu n'es pas insensible à ça, que tu es magicien. Et là, que je pose la question aux spectateurs avant tout, et puis peut-être aussi aux magiciens, quand tu découvres The Prestige pour la première fois, comment tu sors de la salle ou du salon? Enfin, en tout cas, comment tu sors de cette projection-là? Alors curieusement, c'est un des films de Nolan que j'ai vu le plus récemment, quand même, ça doit être d'il y a peut-être 4-5 ans, parce qu'origine j'ai une relation difficile, une relation tumultueuse avec Nolan. Je ne suis pas un grand adepte de Nolan, je m'ennuie très souvent devant les films de Nolan. Et celui-là, je l'avais loupé, en fait, vraiment quand il était sorti en salle. Et comme beaucoup de films de Nolan, alors je prends l'exemple par exemple de films que les gens aiment beaucoup et je suis parfaitement enclin à comprendre pourquoi objectivement ils aiment les films, c'est-à-dire Inception par exemple. Je prends aussi Interstellar aussi. Moi, c'est des films que j'ai vus au cinéma, que j'ai apprécié vraiment, mais que je suis incapable de revoir parce que je m'ennuie profondément à chaque fois que je les vois. C'est des films qui, émotionnellement, ne m'impliquent pas du tout. Que je trouve c'est un petit peu le problème que j'ai avec Denis Villeneuve aussi, très souvent. C'est que c'est des films que je trouve extrêmement froids, esthétiquement brillants. En termes de mise en scène, c'est d'une solidité, d'une efficacité absolument remarquable. Mais moi, ça me prend pas au trip du tout. Donc, ayant avec ce passif que j'ai avec Nolan, j'en loupe un au cinéma. Donc, je me dis, je vais pas le voir à la télé parce que je vais me faire chier. Comme les autres, quand j'essaie de les revoir à la télé, ça ne marche pas, ça n'a jamais fonctionné avec moi. Donc, je ne vais pas le voir. Pourtant, le sujet m'intéressait. Et puis, je fais ça, au bout d'un moment, je le trouve en DVD en occasion. Je dis, bon, il faut que je le voie, il faut que je passe, parce qu'en plus, le thème me plaît. Il n'y a pas beaucoup de films sur la magie qui sont intéressants. Fondamentalement, il n'y a pas beaucoup qui réussissent vraiment ce travail d'hybridation qu'arrive à faire le Prestige. Il y a quelques films que j'aime bien sur la magie, je pense, comme ça, de manière directe, à qui j'entends. Il y a le Maître des Illusions, par exemple, de Clive Barker, que je trouve être un film vraiment intéressant, mais qui traite la magie de manière beaucoup plus, on va dire, ésotérique et fantastique et horrifique. Je pense à un film qui s'appelle Magic aussi, avec, alors, qui ne traite pas de la magie de manière directe, mais avec Anthony Hopkins qui joue un tueur avec incroyable ce film. Film, voilà, je ne sais pas d'où il vient, mais je trouve ce film absolument génial. C'est un film de Richard Attenborough. Et, c'est important de le nommer parce qu'il en a fait très peu. Il était aussi d'abord acteur avant tout. Oui. Et beaucoup de gens le connaissent comme étant celui qui a créé Jurassic Park. Voilà. Oui, tout à fait. Exactement. Mais c'était aussi un très très bon comédien et un réalisateur intéressant. Voilà. En plus, voilà, et le film est super chouette à regarder. Ah oui, faut le voir, autrement, on s'est tapé quand même Les Insaisissables, mais ça de Louis Leterrier, enfin le premier Louis Leterrier, qui est quand même, pour le coup, je trouve une insulte à la magie, parce que d'autant plus que le film se veut avoir des ambitions de te montrer des vrais tours live, sauf que c'est blindé de numérique partout. Là où effectivement le Prestige va dans du fantastique, clairement, pour moi il assume 100% son fantastique, notamment dans son climax, hein,
c'est purement fantastique, notamment avec toute l'intrigue avec Tesla, c'est du fantastique pur. Mais les tours qui sont montrés sont quand même des tours qui sont réalisables. Il y a quelque chose de l'ordre du réalisme, et pour moi, on est sur de la prestidigitation. Là où des films comme L'Illusionniste, par exemple, qui est sorti relativement récemment, qui a dû sortir à peu près à la même époque que Le Prestige. Ah, carrément. Non, c'est si, ça s'est vraiment suivi, en fait. De Neil Burger, ouais, ça doit être à peu près au même moment. Qui est pas, moi, j'ai pas adhéré parce que, pour le coup, c'est un film, moi, que j'attendais sur la prestidigitation et pas qui bascule pas du côté magique, au sens du fantastique pur ou de la fantasy. Moi, ça me plaît pas des masses, en fait, quand on veut me parler de prestidigitation. Et là, quand j'ai découvert donc Le Prestige, pour moi, ça a été une claque déjà d'écriture. Et puis pour moi, c'est certainement l'un des meilleurs films sur la prestidigitation, je vais utiliser ce terme-là pour le coup. Donc la rapidité des doigts, hein, prestidigitus pour le coup, pour voilà, sur la magie au sens strict du terme, qui moi me plaît parce que c'est la magie, comme tu disais tout à l'heure chez Poe, hein, qui parle de quelque chose de réel en fait, de fondamentalement réel, qui est faisable dans des conditions réelles. On dit en magie ce genre de choses. Et moi, c'est ça qui me plaît dans le film. Et puis évidemment, ça va titiller ma fibre aussi pour mon amour du fantastique, puisque c'est aussi un film fantastique. Mais je trouve que ça renforce ce fantastique, le fait qu'il y ait tu parlais d'inquiétante étrangeté, qu'on part vraiment sur une base réelle, sur une base concrète, et qu'on va biaiser un petit peu. On avait parlé avec Cronenberg, hein, ça revient sur la question du double, hein, le fantastique, c'est le double de la réalité, en ce sens qu'il n'est pas identique à la réalité, mais il y a cette petite différence qui fait que ça va devenir inquiétant, étrange, envoûtant aussi par cette étrangeté. Et je trouve que le film arrive vraiment parfaitement à équilibrer les deux. Et contrairement à chez Nolan, où d'habitude je m'emmerde un petit peu parce que je trouve qu'il n'y a pas d'émotion, je trouve que ce film-là, particulièrement, alors moi j'aime les Nolan que les gens n'aiment pas en général ou aiment moins. Moi je suis un très grand fan d'Insomnia par exemple, que j'aime vraiment beaucoup. Bon, Memento que j'aime beaucoup aussi parce qu'il a dans une certaine mesure une écriture magique sur pas mal de points aussi. Je pense que c'est pas Le Prestige, c'est pas la première fois où Nolan et son frère pour le coup pour Le Prestige travaillent sur la question magique et le lien entre les deux. Il y avait ça chez Hitchcock déjà. Hitchcock travaillait déjà sur la double écriture magique. Chez on peut prendre ça aussi dans Citizen Kane, il y a ça aussi chez Orson Welles qui a fait de la magie aussi, qui a pratiqué la grande illusion aussi. Exactement. Il y a ça chez Woody Allen dans une certaine mesure quand on regarde Magic in Moonlight par exemple où il y a une vraie écriture magique aussi derrière. Donc ça a toujours marché main dans la main, mais je trouve que là dans Le Prestige, Nolan arrive à vraiment créer une sorte d'hybridation absolument parfaite entre les deux en créant de l'émotion. Et alors je terminais juste sur ça pour dire les Nolan que j'aime pour voir un peu l'idée globalement. J'aime le Dark Knight bien sûr, des films que j'aime beaucoup, mais les deux autres Batman me touchent pas des masses non plus. Pourquoi bien sûr Parce que je les trouve beaucoup plus froids, pareil. Je trouve pour moi, il y a un manque d'émotion qui moi, ne passe pas, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est des exercices de style, de mise en scène et d'écriture. Mais les personnages, très souvent chez Nolan, moi, ne me touchent pas parce que j'ai l'impression d'avoir des coquilles vides ou des fonctions narratives qui peuvent être extrêmement intéressantes. Je ne parle pas de personnages fonctions quand on peut avoir dans du slasher pour faire avancer le scénario, mais je parle vraiment de personnages qui, pour moi, sont des fonctions narratives complexes. Mais qui, moi, j'ai beaucoup de mal à m'identifier à eux, en fait, et c'est très compliqué de rentrer dans un Nolan. Et curieusement, paradoxalement, j'ai beaucoup apprécié Tenet, alors que c'est un film qui, pour le coup, est très froid aussi. Mais moi, je l'ai vu comme une grosse série B bourrine, beaucoup moins compliquée qu'il n'y paraît, et qui a très bien compris cette idée-là de dire, comme il le dit très bien au début, c'est pareil, une note d'intention un petit peu comme il y a au début du Prestige, tu sais, la note d'intention, est-ce que vous avez vraiment vu dans Tenet, ce que je trouve intéressant, cette idée de dire il ne faut pas y réfléchir. Sous-entendu, acceptez ce qui est en train de se passer, suspendez votre jugement comme face à un tour de magie et acceptez. Évidemment, si vous commencez à travailler, à réfléchir, le film va paraître extrêmement complexe et il va y avoir plein de paradoxes qui sont inhérents au voyage dans le temps, évidemment. Mais je trouve le film, en fait, extrêmement lisible, extrêmement, comment dirais-je, il coule tout seul pour Tenet si on n'y réfléchit pas. Si on le vit finalement émotionnellement. Il y a une sorte d'appel, je trouve, dans ce film-là, curieusement, à l'émotion et au fait de se laisser bercer par ce qui se passe et à suspendre notre jugement et comme si on regardait un tour de magie, encore une fois, à garder son âme d'enfant, entre guillemets, si on veut. Et le film passe, je trouve, merveilleusement bien là-dedans. Et surtout qu'il n'est pas surexpliqué, comme par exemple un Inception, je trouve monstrueusement chiant parce que c'est explicité continuellement, on explicite ou on surexplicite le concept pour essayer de m'expliquer comment ça marche. Alors que on a fondamentalement, si on se laisse aller d'un point de vue... encore une fois, en suspendant le jugement, en fait, Inception est très simple, relativement simple à comprendre, en fait, si on se laisse bercer.
Mais je trouve qu'il y a ce qu'il n'y a pas dans Tenet, je trouve qu'il y a un surlignage. Alors, il y en a un petit peu dans Tenet parfois, c'est vrai, mais il y a un surlignage continuel en fait du concept. Et ce que je trouve par exemple pour le coup dans The Prestige, il n'y a pas non plus de surlignage du concept. On t'explique effectivement, Michael Caine l'explique une fois au début, c'est une note d'intention, ça t'explique déjà tout ce que le film sera, ça t'explique. En fait, j'ai utilisé une formulation qu'utilise un magicien que je trouve intéressant, qui s'appelle Dominique Duvivier, qui est un magicien français très intéressant. Il utilise l'idée que je trouve chouette, qui est la magie fonctionne mieux quand on démystifie pour mieux mystifier. Et je trouve qu'il y a vraiment ça dans le Prestige, au sens où Michael Caine et cette phrase en préambule démystifie le concept, explique tout, fondamentalement ça explique tout, mais c'est en expliquant tout, et par le biais de ce qu'on appelle la misdirection, le fait de détourner l'attention, donc on mixe cette démystification qui sert de misdirection, qu'on va embarquer le spectateur et que le film va devenir de fait complètement magique en fait. Alors écoute, en 5 minutes, tu as dit 3-4 choses sur lesquelles il faut absolument que je revienne, parce que c'est fondamentalement intéressant. Déjà, tu as parlé de Tenet, et je voulais te demander, est-ce que le fait qu'aujourd'hui on a cette possibilité incroyable, infinie de voir tout, mais quand je dis de voir tout, c'est-à-dire de voir même aussi des images qui proviennent des réseaux sociaux, et que finalement, aujourd'hui, on a envie de tout voir, même les choses qui nous étaient cachées ou les choses qui nous intéressaient, mais on veut avoir accès à tout, à tout, à tout, à tout. Est-ce que cette configuration, fait en sorte que le spectateur aujourd'hui de cinéma, lorsqu'il se retrouve face à une intrigue qu'on trouve dans The Prestige ou dans Tenet, est-ce qu'il la refuse parce que il ne veut pas accepter le petit pain que lui donne Nolan, parce qu'aujourd'hui, il veut tout voir? Est-ce qu'il y a ce rapport-là, est-ce qu'il y a ce rapport-là, selon toi? Alors, dans quel sens il veut tout voir? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a cette capacité de ne plus être, comment dire, intrigué. Émerveillé ou intrigué. En fait, le problème, c'est que les images qui nous envahissent aujourd'hui ne participent pas forcément à ce que notre imagination prenne le pas, prenne le dessus. Oui. On fait plus confiance à notre imagination, oui, et plus à du sensationnalisme. Est-ce que cette idée, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, le spectateur qui va au cinéma voir des films dont les intrigues sont finalement très simples, comme The Prestige, même si The Prestige date d'il y a 15 ans, ou Tenet, et est-ce que ce spectateur qui ne veut pas accepter finalement ce que Nolan montre, parce que pour lui, c'est tellement basique ce qu'il lui montre, il est plus habitué par autre chose de beaucoup plus sensationnaliste, beaucoup plus grandiloquente, que cela soit des images de cinéma, des images de télévision, des images de réseaux sociaux aussi. Et le fait qu'il y a un trop-plein d'images qui sont parfois inutiles rend parfois la compréhension d'un film difficile. Donc, moi, je vais voir Tenet et je me dis, tout ça pour ça, parce que peut-être que dans mon vécu, j'ai plein de choses qui font que ça devient... Est-ce qu'il y a ce lien-là? En gros, quand tu fais un film comme The Prestige en 1950 et que tu le fais en 2006, c'est deux périodes différentes, c'est deux rapports à l'image différents, c'est deux types de spectateurs différents, qu'on le veuille ou non, et c'est comme cela. Non pas que l'un était mieux que l'autre, mais c'est deux types de spectateurs différents. Est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose qui est entré en jeu? Oui, je pense par rapport à la profusion d'images, effectivement, le fait qu'on peut très facilement fabriquer des images spectaculaires aujourd'hui, et quand on se retrouve, et je pense, tu parles de l'image, mais je pense que c'est aussi dans le cadre de l'écriture aussi, je trouve que les gens aujourd'hui n'acceptent plus la simplicité et font un amalgame entre simplicité et comment dirais-je, parce que pour moi la simplicité n'est pas un argument négatif en fait, quelque chose je préfère un récit simple n'est pas un récit simpliste, une image simple n'est pas une image simpliste. Et je pense qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à cette profusion d'images, à cette profusion même narrative, si on prend ça de manière un peu plus générale, que dès qu'on est confronté à quelque chose qui est somme toute plus simple, qu'on revient finalement aux bases de la narration, là pour le coup un tour de magie, parce que pour revenir au Prestige, c'est ça, hein, finalement le film c'est quoi si ce n'est un tour de magie en fait, c'est juste ça, juste, je mets entre guillemets, attention, c'est juste ça. Il y a finalement pas beaucoup de différence, je trouve c'est marrant parce que pour moi il n'y a pas beaucoup de différence entre
Le Prestige, j'entends dans sa structure, et la disparition d'une dame au théâtre Robert Houdin de Méliès, par exemple, qui a un court-métrage qui dure 3 minutes, où Méliès se rend compte que c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec les tours qu'il faisait en live, ou que les magiciens faisaient en live au théâtre Robert Houdin à l'époque, demandaient des infrastructures, c'était compliqué. Donc là, le cinéma, il me permet de faire disparaître avec ce qu'il appelle la substitution par arrêt de caméra, qui lui permet justement ce qu'il avait fait sur la place, je ne sais plus quelle place à Paris, où il avait coupé sa caméra, il prenait un plan de la place et il y avait une voiture qui passait, et donc il a remis la caméra coupée, il a rallumé, et ensuite quand il a regardé ses rushs, il y avait une voiture qui s'est transformée en corbillard, je ne sais plus dans quel sens, par justement cette substitution d'image par arrêt de caméra. Et ce truc-là, ce sentiment du magique, du merveilleux, de ce truc dans l'image qui va me surprendre, je pense qu'aujourd'hui, on est tellement coutumier de ça qu'on a tendance à être... je ne sais pas si c'est de l'exigence mal placée, mais en vouloir toujours plus. Effectivement, alors moi je trouve que par exemple dans Tenet, il y a des images moi que j'ai jamais vues au cinéma. En fait, quand j'ai vu Tenet, c'est pour ça aussi que ça a fonctionné sur moi. Il y a des choses que j'avais jamais vues au cinéma, des images que je trouve dans Tenet n'existent nulle part ailleurs. Quand il y a ces deux réalités où il y a l'une qui va dans un sens et l'autre qui va dans l'autre, et que les deux sens se confrontent les uns aux autres avec ce qui va à l'envers et ce qui va à l'endroit, moi c'est des trucs que j'avais jamais vu ailleurs. Alors évidemment, ça fait écho à pas mal d'images de guerre qu'on a pu voir, mais ce truchement temporel va rendre l'image complètement inexplicable visuellement, complètement magique, parce que pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du magique. Mais comment il a fait, comment ça a été fait, comment c'est possible. Mais effectivement, je pense que les gens maintenant, malheureusement, sont blasés et ne s'étonnent plus de rien à travers l'image. Et de fait, ça ramène à cette idée qu'ils ne veulent plus voir. Ils ne veulent plus voir ce qui ne les étonne pas. Et là, pour le coup, on leur révèle la chose au début. Donc, quand on leur révèle dans le Prestige ce qui pourrait les étonner, et dès lors, comme on leur a révélé ce qui pourrait les étonner, alors pourquoi voir le film si on vient de me révéler ça? Mais je pense que Nolan en a tout à fait conscience, et qu'il se dit certainement que dans la tête du spectateur, quand on va lui révéler de but en blanc le secret du tour, le spectateur va se dire bah, si c'était que ça, c'est Nolan quand même, il ne peut pas me donner que ça, il ne peut pas me dire dès le début quel va être le secret du tour, le secret du film. Et donc finalement, ça va avoir un effet de misdirection ou de détournement d'attention, de folie, parce que les gens vont se bloquer là-dessus. Alors si tant est qu'ils sont dans une salle et qu'ils n'ont pas les moyens de fuir le film, mais je pense que Nolan est tout à fait conscient de ça dans le Prestige, et que donc l'idée de révéler le secret dès le début permet au spectateur de ne pas voir où il va, puisqu'il est convaincu qu'il voit où il va, et en considérant qu'il voit où il va partir autre part, il va fuir ce truc-là. Et finalement, on se rend compte qu'à la fin, ce qu'il m'avait posé depuis le début, et c'est là qu'il va me surprendre, et c'était ce qu'il allait faire. Je ne sais pas si c'est très clair dit comme ça. C'est extrêmement clair, et puis c'est tellement clair que ça m'a donné l'idée de 2 questions. Petit 1, est-ce que selon toi, c'est voulu que Michael Caine, au début du film, explique l'intention du film à des enfants? Petit 1. Et deuxièmement, je ne sais pas si tu te souviens, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire, une réaction. Moi, je me souviens très bien que quand Hugh Jackman assiste à ce fameux tour de magie de Michael Bell, il en parle avec Michael Caine, qui lui dit, en fait, c'est comme ça qu'il l'a fait. Et Hugh Jackman dit non, c'est pas possible. Voilà. Et ça, c'est très drôle. À ce moment-là, pour moi, Hugh Jackman, c'est nous, quoi. C'est nous, c'est le spectateur. Et c'est assez fascinant. Qu'est-ce que tu penses de ces 2 choses? Pour un enfant, c'est intéressant. Pour les enfants, pour le fait que Michael Caine raconte les intentions du film, non pas à des adultes, mais à des enfants. Je trouve ça assez incroyable. Alors, je vais faire le lien avec ma pratique de la magie, quand j'en fais. Ouais. C'est intéressant parce que les enfants sont le pire public du monde. C'est la pire chose qu'on puisse savoir pour un magicien. Parce que l'enfant est extrêmement terre à terre, dans une certaine mesure, et paradoxalement, il est dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'un enfant, pour prendre ça très simplement, si tu fais disparaître une balle à un enfant de 3-4 ans, il s'en fout. Si tu lui montres une carte et que tu lui montres que la carte, elle change, il s'en fout. Parce que pour lui, c'est normal. C'est quelque chose qui ne l'étonne pas, d'où le fait qu'il y a des magiciens qui se spécialisent en magie pour enfants. Parce qu'il y a un imaginaire très particulier.
qui fait que tu ne fais pas avec des adultes ce que tu fais avec des enfants. Avec un adulte, c'est beaucoup plus facile de faire de la magie, puisque l'adulte, il a pas mal de biais cognitifs, il a pas mal de constructions psychologiques que tu peux facilement détourner. Un adulte, il sait physiquement qu'un objet ne peut pas voler. Donc si tu fais voler un objet devant un adulte, ça va créer une sorte de distorsion dans ta tête, il va pas comprendre ce qui se passe. Alors qu'un enfant, l'enfant, lui, il va très très vite. Si tu mets une balle dans ta main et que tu fais disparaître la balle, l'enfant, il va la regarder dans l'autre main, automatiquement. L'enfant est beaucoup plus... parce que pour lui, encore, il n'est pas dans un cadre imaginaire, son paradigme, on va dire, imaginatif n'est pas le même. Donc je trouve ça intéressant justement qu'il joue avec ça, parce que l'enfant n'est pas fondamentalement surpris par un tour de magie tel qu'on l'entend. En fait, c'est pas de la même manière qu'un adulte. Je trouve que un tour de magie est plus fort chez un adulte. On a tendance à dire que la magie c'est pour les enfants. Or, je ne suis pas certain. Moi, je pense que c'est plus fort chez un adulte que chez un enfant. Et en plus, je trouve que le fait d'expliquer un tour, je trouve ça intéressant, parce qu'encore une fois, pour moi, expliquer un tour tel qu'il le fait, ça ne détruit pas un tour pour moi. L'explication n'est pas... On a beaucoup tendance à parler avec YouTube, avec les réseaux, tu parlais de la profusion des images. On a tendance à considérer que la magie, YouTube a fait beaucoup de mal à la magie parce qu'il y a beaucoup de gens qui expliquent. Moi, je pense que c'est pas un problème, en fait. L'explication n'est pas un problème, si elle est bien faite. Et ce que je trouve génial au début, justement, dans cette explication que fait Michael Caine aux enfants, c'est qu'il leur explique le truc, en tant que tel, le truc au sens matériel du terme, comment ça fonctionne, mais il explique la théorie qu'il y a derrière. Et ça, je trouve que c'est fondamental, en fait. Si tu expliques un tour basiquement, en expliquant, là, je vais mettre la main ici, ou là, il y a le mécanisme qui va se replier comme ça va frustrer le spectateur, et ça n'a aucun intérêt pour le spectateur. Par contre, si tu expliques toute la théorie qu'il y a derrière, là, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, pour le coup, tu peux mystifier les gens par le biais d'une explication. Et je trouve ça effectivement intéressant qu'ils commencent par les enfants, parce que c'est ceux qu'on considère comme étant ceux qui sont le plus à même de réagir au phénomène magique, au tour de magie. Et on te montre aussi que ces enfants, pour moi, que ça ne détruit pas leur âme d'enfant. En fait, il y a ce côté-là. L'explication n'est pas un obstacle à l'imaginaire. Et puis, je considère aussi que l'enfant, c'est différent dans sa tête, parce que pour lui, ce que fait le magicien, le précipitateur, c'est pas de la magie pour lui. La magie, c'est son imaginaire, c'est où il va aller autre part, c'est ce qu'on ne montre pas. C'est ce qui est dans sa tête. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Si, c'est très très bien. Non, il y avait cette idée-là et intéressante, effectivement, ce que tu disais, ce que tu évoques. Et en même temps, je pensais au fait que le film prenne un moment une tournure fantastique. Et je me posais la question, pourquoi, selon toi, le film se démarque de cette simplicité, pas du côté bricolage, mais de simplement, tu l'as très très bien dit, à savoir que la précipitation, c'est un art aussi qui montre ce qui est simple, et que le film s'éloigne de ça. D'ailleurs, à partir du moment où il s'éloigne, c'est parce que Hugh Jackman prend le train pour aller voir Tesla. Et là, on va dans un côté extrêmement, un côté qui touche avec le fantastique. Et le film se termine d'ailleurs là-dessus. Est-ce que, et généralement, on associe l'enfance à cela. Est-ce que, selon toi, pourquoi le film se sent obligé peut-être de mettre de côté l'art simple de la magie pour aller vers le côté fantastique, ou alors peut-être que non, il se démarque pas. Ils sont connectés, c'est la magie et le fantastique. Est-ce que pour toi c'était logique que la narration que le récit prenne ce tournant? Ouais, ce que j'aime bien, c'est, je vais revenir un peu sur la question du double, mais montrer le fantastique comme étant le double de la réalité aussi. Je trouve ça intéressant d'avoir finalement toute cette approche de la magie qui est finalement assez rigoureuse, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé, mais fondamentalement la plupart des tours qui sont réalisés sont des tours qui pourraient être réalisables en fait. En vrai, si on avait la machinerie posée, il y a une vraie machinerie qui est développée de manière après assez rigoureuse, on dit comment ça fonctionne, etc. Et ça renforce, je trouve, alors, je parlais d'inquiétante étrangeté, mais l'idée n'est pas ici de mettre dans une forme d'angoisse ou autre, mais ça permet de renforcer l'émergence de cet élément fantastique à l'intérieur en fait de ce système en fait, et de quand même surprendre le spectateur, parce que je pense qu'il y a quand même une velléité de vouloir le surprendre quand même, parce que certes le double pour ce qui est du personnage de Christian Bale, il est posé depuis le début,
Mais tout l'arc narratif sur la question de Tesla avec le vrai, pour le coup, la création de tous ces doubles, en plus, qui donne, je trouve, une image assez cauchemardesque à la fin. Je trouve que il y a quelque chose qui est quand même visuellement assez impressionnant, assez noir. Je trouve d'ailleurs que c'est un des films de Nolan qui est peut-être l'un des plus noirs, en fait. Contrairement, il y a d'autres films, mais Nolan, en général, je trouve qu'il va pas dans la noirceur. Et je trouve qu'il y a cette image finale, une des images finales où il y a tous ces doubles dans des sortes dans les cuves qui sont morts à l'intérieur. Et on voit, donc, c'est un travelling arrière, il me semble, qui montre progressivement l'ensemble des bocaux pour montrer aussi le nombre de fois il a fait l'effet, qu'il a sacrifié un de ses doubles, qui est né juste pour ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de fondamentalement cauchemardesque, en fait, à la fin. Et de ramener aussi cette émotion magique, qui est plutôt une émotion qui est de l'ordre du merveilleux, à quelque chose, au final, qui est quasiment fantastique, voire horrifique, en fait. Et je trouve ça vachement intéressant aussi de montrer cette vision beaucoup plus sombre, beaucoup plus, on va dire, plus noire de la magie, en fait, que je trouve intéressant aussi, un petit peu dans ce qu'on a vu ici, un peu je parlais tout à l'heure du maître des illusions de Clive Barker, où il y a toute cette partie-là, au début, on va montrer des choses un peu merveilleuses qui a trait au monde de la magie, au monde des enfants, puisqu'on commence sur les enfants, et on en arrive à quelque chose de beaucoup plus sordide, en fait, au final, qui est quand même un ensemble de crimes, en fait, puisqu'il est... En plus, c'est pas anodin qu'ils sont produits juste pour ça, en fait. C'est-à-dire que c'est des enfants, il y a ce côté... Alors, je vais pas dire que c'est du body horror non plus, mais c'est des sortes de grands bébés qui sont juste expulsés dans une cuve et qui se voient mourir. En fait, ils naissent pour mourir. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez cauchemardesque et d'assez sombre dans cette approche finale du fantastique qui va venir casser, je trouve, vachement la dynamique de la magie comme étant quelque chose plutôt qui va amener l'esprit et l'imaginaire dans quelque chose qui est de l'ordre du merveilleux, pour arriver à quelque chose, encore une fois, de beaucoup plus sordide, qui est beaucoup plus de l'ordre du fait divers, entre guillemets, hein, mais qui est fantastique pour le coup. Tu parlais tout à l'heure de Poe aussi, il y a toujours ça chez Poe, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'extraordinaire, mais qui est toujours ramené à quelque chose de très réel, de très sordide, qui est souvent de l'ordre du fait divers. Je pense, moi, la nouvelle qui me vient plus en tête, c'est le Chat Noir, qui est une nouvelle préférée d'Edgar Allan Poe, qui est fondamentalement un fait divers à la base, en fait. Mais avec ces éléments d'ordre du fantastique, avec l'esprit du chat, etc., mais tout en restant dans quelque chose de très concret. Je trouve que, en plus, le Londres victorien, pour le coup, renforce ce côté-là, entre cette dichotomie entre le merveilleux de la magie et puis en même temps ce Londres extrêmement sombre, extrêmement sale, que je trouve vachement intéressant, en fait. Je trouve que ça renforce, le fantastique est là, je trouve, pour renforcer ce côté un peu inquiété en étrangeté, de jouer sur ce double entre le fantastique et la magie, et puis le rêve et le cauchemar, en fait. Je trouve que c'est vachement intéressant. Oui, et puis Londres, comme tu disais, ce Londres victorien du 19e siècle, automatiquement, ça nous renvoie aux fantômes de Jack l'Éventreur, Whitechapel, Sherlock Holmes, tout ça, c'est quelque chose qui participe. Il y a un autre aspect aussi qui est très, très intéressant et qui est pour moi aussi fondamental, je ne sais pas pour toi si ça l'est, mais on va en parler. Dans ce film de Prestige, il y a quelque chose de très fort, c'est que, et dès le début, cette question, elle est posée dès le départ. Et c'est ce qui fait la rivalité, c'est ce qui va, créer cette rivalité entre les personnages de Jackman et de Christian Bale. C'est jusqu'où leur art doit s'intégrer dans leur vie. Et il y a cette séquence très particulière où Michael Caine leur dit: allez voir tel prestidigitateur, je crois c'est un japonais ou un chinois, je ne sais plus, et il leur dit il leur dit si vous trouvez son truc, je sais plus quoi, en tout cas si vous trouvez son truc, il faut me le dire. Et en fait, je crois que si je me trompe pas, Christian Bale dit que, en fait, le truc, il est très simple, c'est que il vit avec cela depuis X années. Et Hugh Jackman, lui dit non, ça peut pas être ça. Ça n'est pas possible. Et ça, je trouve que c'est ça qui est très intéressant. C'est, je fais une digression, mais bon, dans ces jeunes années de jeunes critiques de cinéma, François Truffaut parlait de cela, disait: est-ce que le cinéma est plus important que la vie? Et puis plus tard, il dira: le cinéma n'est pas plus important que sa propre vie. Mais en fait, mais c'est intéressant de voir que le Prestige pose aussi cette question: est-ce que cet art est plus important que la vie ou plus important que sa vie? Enfin, il y a de cela aussi, c'est que l'art se greffe à ta propre vie et tu vis avec ça. Et s'il faut faire des sacrifices, et il y en a dans le film, et ben il faut les faire. Et il y en a pour le coup.
et des sacrifices qu'on ne voit pas arriver et qui sont même injustes à la base, mais il faut les faire. Et donc, cette question-là, j'ai l'impression que c'est la question du film. Qu'est-ce que tu en penses de cela? Il y a deux choses en fait dans ta question qui sont intéressantes. Il y a déjà la question de la rivalité, qui est quelque chose d'intéressant parce que c'est, moi je trouve, alors, ça existe dans plein d'autres arts, mais pour connaître un petit peu le monde de la magie, pour avoir côtoyé pas mal de magiciens, notamment en France, qui ont qui sont plutôt connus, qui ont une certaine reconnaissance, on va dire, à l'état dans le on va dire, le paysage magique français. La question de la rivalité, elle existe, elle est très très forte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment en magie cette idée d'école. Alors, il l'explique très bien d'ailleurs parce que dans le film, il y a Ricky Jay qui interprète donc le premier magicien avec qui ils sont en train de qui sont les assistants, enfin les deux compères pardon, qui sont dans le public, qui viennent attacher la jeune femme et qui va être la base un petit peu qui va venir casser. Et le magicien donc qui est sur scène, c'est Ricky Jay, donc un très très grand magicien américain qui a une grosse carrière au cinéma, qui a joué chez Sidney Lumet entre autres, qu'on a pu voir aussi mine de rien dans un épisode d'X-Files aussi qui est assez intéressant et qui traite à peu près des mêmes choses qu'on trouve dans le Prestige d'ailleurs, qui est un épisode de la 7e saison d'X-Files. Et ce qui est vachement intéressant, c'est il le dit lui-même en fait en disant il a dit en interview Ricky Jay il est décédé depuis d'ailleurs, la rivalité finalement entre artistes est quand même quelque chose qui est constitutif de l'art par définition, parce que le fait est, c'est la question de tuer le père. C'est si on veut exister en tant qu'artiste, il faut fondamentalement se poser en opposition avec l'autre, sinon on est dans sa lignée, on est dans son courant. C'est l'idée de l'opposition, mais en magie, il est particulièrement constitutif de ce truc-là, parce que la magie, il y a cette idée du prestige, de faire quelque chose de prestigieux, d'être toujours plus prestigieux que son voisin, d'essayer de trouver un secret d'ailleurs en magie, on passe son temps à essayer de baiser nos collègues, de trouver un truc qui pourra les étonner, parce que eux, ils sont censés connaître tous les rouages, et il faut qu'on trouve absolument, d'ailleurs, il y a des magiciens pour magiciens, qui font de la magie pour magiciens, et qui passent leur temps à réfléchir comment les magiciens réfléchissent pour pouvoir trouver des parades pour pouvoir surprendre les magiciens aussi. Il y a aussi Michael Weber qui a travaillé, parce que Christian Bale a travaillé avec Ricky Jay et il a pris des cours de magie avec Ricky Jay et avec Michael Weber, qui est aussi un très très grand magicien américain, et qui lui aussi travaille énormément dans le fait de faire de la magie pour des magiciens, mais pas que pour les magiciens, parce que fondamentalement, si tu fais de la magie pour les magiciens, t'en fais aussi pour le public normal, entre guillemets, pour les moldus, si on peut dire ça comme ça. Mais voilà, la rivalité est présente vraiment dans le monde de la magie. Et il y a la deuxième chose que tu disais qui est vraiment intéressante aussi sur la question de vivre avec. Moi, ça me fait penser à beaucoup de choses parce que j'ai étudié avec des magiciens, avec certains. Puisque quand tu parles de ce magicien donc asiatique, oui, effectivement, je ne sais plus s'il est chinois ou japonais, mais il lui explique donc que le secret, c'est qu'il a quelque chose qui porte sur lui ou qu'il porte sur lui continuellement pour arriver sur scène, et que ce truc-là ne soit pas différent au moment où il fait le truc. Ça lui sert à faire son truc. Et pour avoir rencontré pas mal de magiciens, alors je vais citer encore Dominique Vuillet parce que c'est celui avec qui j'ai pu travailler à plusieurs reprises. Lui, il m'avait expliqué que lorsqu'il faisait, parce que j'avais une relation épistolaire avec lui pas mal d'années, et il m'a expliqué que pour certaines, alors lui, il travaille principalement avec les cartes, donc en close-up, c'est-à-dire en magie de proximité, et que on trouve ça chez les magiciens espagnols d'ailleurs aussi, quand tu dois cacher un objet, par exemple, dans ta main, plutôt que soudainement, fondamentalement, tu vas prendre une position de main qui n'est pas forcément naturelle, parce qu'il faut que tu caches cet objet, donc fondamentalement, ça va créer dans ta main ou dans le visuel de ta main quelque chose d'un peu différent, c'est normal. Et lui m'avait expliqué que pour cacher l'une de ces techniques, il s'était entraîné pendant des années à prendre la posture, y compris hors du contexte magique, qu'il utilise pour pouvoir cacher ce secret. Et donc, il avait créé des habitudes. C'est ce que dit un magicien espagnol qui s'appelle Dani de Ortiz, qui dit que tout est question d'attitude en magie, en fait. Et donc, c'est pas tant qu'on s'approprie, on crée des attitudes pour pouvoir. C'est pas la technique de s'adapter au magicien, c'est pas, au magicien de s'adapter à la technique, c'est la technique de s'adapter au magicien. Donc, le magicien va s'adapter en créant une attitude, va adapter la technique en créant une attitude pour pouvoir rendre cette technique invisible. Donc, fondamentalement, utiliser ces attitudes, créer cette attitude dans la vie de tous les jours pour que même les gens qui le côtoient dans la vie de tous les jours se fassent aussi bluffer ou étonner parce qu'ils n'imaginent pas qu'il fait ça, vu qu'il se tient toujours comme ça. Alors que ce n'est pas une position à la base naturelle. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu crées une attitude, ou tu crées, pour le coup, le cadre du magicien chinois ici. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, l'art magique, parce que c'est un art d'illusion, du mensonge, de la simulation, fondamentalement déborde continuellement, alors comme tous les arts, de toute façon, pour d'autres raisons, mais en magie, moi je vois beaucoup cette idée-là, parce que je trouve que c'est très bien démontré par ce personnage-là, que pour pouvoir mystifier les gens en prestation, il va créer une attitude qui est identique, ou double, pour revenir à la question du double,
à celle qu'il va utiliser lors de la prestation, pour que cette attitude ne soit pas différente ou ne semble pas différente de celle qu'il a tous les jours. C'est très impressionnant de voir que le film, en t'écoutant aussi parler du film et de son intériorité, mais aussi en prenant exemple sur ce que tu fais dans la vie de tous les jours, c'est très intéressant de voir parce qu'on sait maintenant que le scénario écrit par Christopher et son frère, je me souviens plein du nom, qui Jonathan, a aussi Jonathan, qui a une connexion aussi avec Christian Bale, on va dire ça comme ça. Je trouve que c'est aussi un magnifique peut-être traité ou quelque chose de ce genre sur ce que c'est que la magie, ce que c'est que la simplicité, ce que c'est que l'art en général, ce que c'est que le bricolage. Il y a quelque chose de fondamentalement, comment je pourrais dire, pédagogique dans ce film qui est assez passionnant et qui pose aussi ouvertement, directement, de véritables questions de cinéma, de ce que c'est qu'un fabricant d'images. C'est un film incroyable, finalement, The Prestige. C'est un film qui n'en finit pas de surprendre de par sa recherche constante de la vérité. Et quelle est la notion de vérité, quelle est la notion qui doit passer par une image? Est-ce que c'est comme disait Godard, est-ce que c'est juste une image ou une image juste? Et c'est pour ça que je trouve ce film vraiment, vraiment, vraiment intéressant et fondamentalement important, The Prestige, pour tout cela. Et je trouve ça incroyable aujourd'hui par rapport à ce que tu me dis sur ce que c'est que la magie, comment on travaille la magie. J'y trouve aussi des similitudes assez incroyables sur ce que c'est qu'un film, comment on travaille un film, et il y a quelque chose d'assez complet finalement. C'est vraiment deux arts qui sont pour le coup complémentaires, parce que effectivement c'est un complémentaire. J'ai dit mais c'est pareil, complémentaire aussi, parce que c'est un. Ah, c'est bien ça, c'est beau, ouais, complémentaire. Très beau. Fait exprès. Mais c'est deux trucs qui fonctionnent très très bien ensemble, parce que pour moi, on peut pas les séparer en fait. C'est deux arts qu'on ne peut pas séparer, parce qu'il y a la même histoire, où il y a une sorte de tronc commun. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à considérer que l'allégorie de la caverne, c'est vraiment la base de tout ça en fait. Alors même si Platon le voit de manière plutôt négative en disant que l'illusion ça dégrade les idées, etc. Là au contraire, je trouve que c'est ça qui est très fort, c'est que Nolan en fait, je pense, a saisi, et c'est très pédagogiquement, ce qu'est la magie, ce qu'est le cinéma, et le film effectivement est à la fois un traité sur la magie, sur la prestidigitation, et en même temps un traité sur le cinéma. Je trouve il explique aussi très bien ce qu'est un film et comment il s'écrit, parce que l'idée des 3 actes qu'on trouve au cinéma, ce qu'en fait l'auteur à l'origine, qui a repris Nolan avec ses 3 actes ou ses 3 phases, et les 3 phases qu'on retrouve en magie, tout fonctionne parfaitement ensemble en fait. Et puis ça montre à quel point tout art ou toute narration finalement a toujours la même base en fait. On raconte toujours les mêmes histoires. Je ne vais pas revenir au monomythe mais de Campbell, parce que c'est discutable aussi, mais dans une certaine mesure on raconte toujours les mêmes histoires. Et en plus ce que j'aime bien par rapport à ce que tu disais aussi, c'est que c'est certainement l'un des films, moi je trouve, les plus simples de Nolan en fait, sur plein de points. Et j'aime bien quand il est simple, en fait. Je me rends compte que j'aime pas Nolan quand il est compliqué, parce que je trouve que parfois, c'est la question que je me pose en tout cas, j'ai l'impression qu'il complique les choses pour les compliquer, parfois. Surtout quand il surligne par des éléments rationnels pour rationaliser ses concepts, et en les rationalisant, il les complexifie immédiatement, parce que c'est très difficile de dire des choses simples avec des mots simples. Et là, je trouve que ce film-là, en fait, revient à l'origine. Je parlais tout à l'heure de Méliès, mais vraiment à l'origine du cinéma, aux choses les plus simples qui soient, comme tu disais, en révélant dès le début, à tel point que c'est même pas un twist, évidemment, oui, pour détourner l'attention et autres. Et donc, la narration est d'une simplicité absolument... c'est complètement épuré, en fait. Tout est simple. Et finalement, quand on revoit le film, finalement, en plus, en le revoyant a posteriori, enfin, en retravaillant de manière rétrospective, en fait, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'il y a vraiment ce mécanisme, on parle en magie de remonter un tour. Quand tu vois un tour, tu le remontes. C'est-à-dire quand tu vois, tu as une carte qui est choisie, elle est retrouvée, et on remonte progressivement. C'est le même mécanisme qui est là, en fait. On peut totalement remonter à travers la relation qu'il a avec les femmes, le fait que finalement le double, le fait qu'il s'alterne un petit peu comme Beverly et Ellie dans Faux Semblant, qui s'alternent auprès de la femme, etc. Tout ça fonctionne hyper bien. Et alors, ça me fait penser aussi, je ne vais pas faire une trop grosse digression sur le giallo, mais pour moi, on parle des films qui parlent de magie, mais pour moi, le giallo,
peut-être, c'est certainement, en tout cas le giallo chez Argento, c'est pour moi le genre cinématographique qui est le plus proche de la magie. Encore plus peut-être, et je trouve que ça fait un écho intéressant avec Nolan aussi et avec Le Prestige. Juste les frissons de l'angoisse que moi j'ai en tête, ou les frissons de l'angoisse 75, ça raconte l'histoire de Marc Dely, donc un jazzman qui va donc en Italie, ça se passe à Turin, je crois, si je me trompe pas. Il déboule comme ça, comme très souvent chez Argento, souvent dans le giallo, on a un individu étranger qui arrive en Italie, donc qui est perdu parce qu'il est étranger, c'est compliqué, il parle pas la langue ou mal, etc. Donc il est déjà perdu dans une situation un peu anxiogène. Et pour le coup, il connaît personne. Et là, il va se retrouver, c'est sa voisine qui va voir, qui est une médium. Donc on voit tout un début avec le médium qui a découvert quelque chose et qui se fait assassiner. Et lui va voir le meurtre, et ensuite il va rentrer dans l'appartement pour découvrir le corps. Et alors là, je vais spoiler comme un porc, bien sûr, Profondo Rosso, mais je trouve que c'est intéressant. Quand vous regardez Profondo Rosso, dans la première séquence où Marc Dely rentre dans l'appartement de la médium qui est interprétée par Masha Merrill, il voit le meurtrier, et vous le voyez aussi. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous pensez que c'est un tableau, et il y a un jeu de miroir en plus qui est très très présent chez Argento en général. C'est génial, c'est génial. Et c'est extraordinaire comme. Et pour le coup, tout ce que va faire Marc Dely en même temps que vous, c'est comme un tour de magie. Il va remonter cette séquence continuellement jusqu'à trouver le secret, jusqu'à trouver le truc, qui est une des dernières images dans la séquence de fin où il revient dans l'appartement et qui se retrouve confronté après la première fausse piste. Fausse piste, c'est un truc qu'on trouve chez Tamaris, notamment dans la magie espagnole aussi, ou la manière de construire une fausse piste. Tout le film va vous orienter vers une piste, va détourner votre attention de ce truc-là que vous aviez vu. Et effectivement, si vous regardez la séquence du début, vous verrez extrêmement, très clairement, tout est question de voir, et de voir au bon endroit, au bon moment. Et quand vous voyez au bon endroit, au bon moment, bah vous voyez le visage du tueur et vous savez qui c'est dans les 10 premières minutes du film. Et tout le giallo fonctionne comme ça, parce que dans l'oiseau au plumage de cristal, il y a la même chose, c'est une agression. Et tous les personnages chez Argento, très souvent, voient une séquence d'agression et de meurtre comme si c'était un tour de magie, et l'ensemble le mécanisme narratif, c'est le héros qui va continuellement, à votre rythme, au même rythme que le spectateur, parce que c'est, en termes de perception, c'est la même chose, remonter cette séquence-là pour essayer de trouver à quel endroit il y a une faille, il y a un truc, et on peut déceler le secret, le mystère derrière cette affaire dans laquelle tu es embrigadé contre ton gré, puisque fondamentalement, ils arrivent comme ça sur le truc, et je trouve que voilà, je fais un peu ce lien avec le giallo, parce que je trouve, et notamment l'interprétation d'Argento, parce que le giallo, c'est pas que Argento, il y en a d'autres, mais je trouve que beaucoup derrière Argento, Sergio Martinez, etc., ont repris ce genre d'écriture, et je trouve que c'est très magique, et ça ramène à Hitchcock, parce que le giallo, il n'y a pas de secret que le giallo est inspiré d'Hitchcock aussi sur plein de points en termes d'écriture, du suspense, etc. Donc ouais, je trouve que il y a quelque chose là-dedans, parce que c'est un thriller aussi, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit aussi, mais Le Prestige est un authentique thriller aussi, sur plein de points aussi. Exactement. Donc voilà, je digresse, excuse-moi. Non, mais là, c'est parfait. C'est particulièrement intéressant cette digression, parce que je ne l'avais jamais vu comme tel, donc ça pose aussi de bonnes questions. On va terminer sur quelque chose que tu m'avais... Enfin, avant de terminer sur quelque chose que tu m'avais proposé, j'aurais juste encore une petite question. Est-ce que tu ne penses pas que... et là, je vais parler plutôt de Christopher Nolan. Tu as beaucoup parlé de personnages, du fait que parfois certains personnages sont obligés d'expliquer, de surenchérir leur explication, et je pense notamment à Inception. C'est drôle parce que Alexandre Astier, récemment, dans une vidéo, disait la même chose en parlant d'Inception. Il disait qu'il y a un problème avec ce film, qu'il trouve extraordinaire, mais c'est que il disait qu'à partir du moment où il faut que Nolan explique un peu plus, davantage, pour nous, spectateurs qui ne comprenions pas, lui, il disait ça commence, ça me gave. Ça me gave j'ai envie de me laisser. Et je comprends. Ne penses-tu pas que lorsque Nolan nous fait croire qu'il n'a pas trop la main mise sur ses personnages, tu as cette impression d'aération et peut-être plus tu te laisses emporter. Dans The Prestige, par exemple, est-ce qu'on peut dire que ces personnages, à un moment, il les regarde aussi. Il n'est pas tout le temps dans la main mise, dans le contrôle. Et est-ce que peut-être que cela fait que ce film... il y a une émotion je pense, qui fonctionne chez toi. Est-ce que peut-être cet aspect-là? Il y a un aspect que moi j'aime dans Le Prestige, et je mettrais avec un autre film de Nolan pour le coup. Alors là, on sort de la question de la magie, mais vraiment des personnages chez Nolan. Moi, j'ai un peu ça aussi dans Insomnia, en fait, que je trouve être un film profondément imparfait,
mais justement parce qu'il est imparfait, notamment dans l'écriture de ses personnages, où les personnages ne sont pas des sortes de pions qui sont très bien agencés, parfaitement au bon endroit quand il faut, qui débitent pas mal de trucs extrêmement théoriques et qui montrent à quel point le rouage du film est parfaitement huilé. Je trouve qu'Insomnia a ce côté complètement bancal qui fait que moi je crois à l'existence de ces personnages. Et c'est exactement pour la même chose dans le Prestige, c'est-à-dire que effectivement il y a une mécanique très huilée aussi parce que c'est un tour, que tout est travaillé pour que l'illusion fonctionne et que ce soit magique. Mais en même temps, je pense notamment dans l'émergence du fantastique, en fait. Je trouve que notamment dans l'émergence du fantastique, le fantastique, c'est une sorte de grain qui va faire un petit peu un grain dans le truc très huilé, qui va faire un peu déraper le film vers autre chose, lui donner un côté un petit peu plus fou qu'un truc purement bien posé. Et je trouve que les personnages, pour moi, existent en fait dans le film beaucoup plus que dans les autres. Et curieusement, d'ailleurs, Tenet, c'est vraiment l'incarnation de ce que j'aime pas chez Nolan en général, parce que là les personnages, il y a une raison d'être dans Tenet, mais le personnage principal n'a pas de prénom. Pour moi c'est une fonction dedans, c'est un concept, c'est un truc abstrait, mais pourtant ça marchait sur moi. Peut-être parce que c'était tellement une fonction, il était tellement abstrait que j'ai pu m'identifier à lui parce qu'il y avait rien, donc c'était facile de s'identifier à un personnage qui parfois n'a aucun contour ou très peu. Mais je trouve que je trouve que dans ce film-là, dans le Prestige, au-delà de la manière dont il y a cette folie qui pour moi existe, qui n'existe pas beaucoup dans le reste de la filmo de Nolan, à part dans Insomnia, parce que moi je trouve que dans Insomnia il y a un truc un peu tordu, un peu pervers, un truc qui est un peu moins lisse que j'aime bien, parce que les personnages sont plus ambigus que d'habitude chez Nolan, je trouve. Là, je trouve qu'aussi il y a cette ambiguïté-là chez ces personnages-là, où il y a la question de la moralité dans le film. Je trouve qu'elle est quand même elle est très tendue, très bizarre. Je trouve que les intentions et les volontés des personnages ne sont pas si claires. Et donc, il y a cette ambiguïté-là qui, pour moi, fait l'humanité des personnages. Et puis aussi la question de l'amour, que je trouve aussi très bien traitée dans le film, en fait, parce qu'il y a aussi une ambiguïté dans l'amour aussi. Je trouve que les relations entre les personnages et leurs compagnes sont vachement ambiguës, où on ne sait pas vraiment s'ils se servent du personnage ou pas, s'il y a quelque chose... et c'est renforcé aussi et pour revenir à Faux Semblant, par justement les deux Christian Bale, avec celui qui est amoureux et celui qui ne l'est pas, avec cette phrase qu'elle lui sort très régulièrement en disant aujourd'hui j'ai l'impression que tu m'aimes quand tu dis je t'aime, mais là je sais que tu ne m'aimes pas aujourd'hui, mais je sais que tu m'aimais hier. Et on ne sait pas si elle se doute ou pas d'ailleurs de la chose. Il y a cette ambiguïté là qui crée de l'humanité, en fait, qui crée de l'aspérité, et je trouve que globalement dans la filmo de Nolan, les personnages manquent d'aspérité et d'humanité. Quand il essaie de me faire croire à la relation entre Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard dans Inception, moi j'y crois pas. Moi ça marche pas, parce que je les trouve beaucoup trop lisses, beaucoup trop fonctionnels pour être des personnages qui me touchent. Alors que là, c'est pour ça que moi je trouve vraiment que c'est un petit peu comme Dark Knight aussi. Je trouve que c'est des personnages qui sont ambigus, qui sont humains, que tu peux aimer à un certain instant et puis détester par la suite. Mais j'ai aucune émotion, il y a rien qui sort pour moi face à Inception. Vaguement avec Interstellar, vaguement à la fin, parce que je trouve que la thématique de l'amour qui fait arriver un peu tard, je trouve, a quelque chose. Là où le film est très très conceptuel et très abstrait, à la fin, pour moi, il y a une sorte de porte qui s'ouvre sur quelque chose de plus émotionnel. Comme moi, j'aime le cinéma plutôt émotionnel. Il y a une ouverture. Tous les gens qui ont trouvé ça très cucu, que la réponse soit fondamentalement la réponse à l'univers, ce soit pas 42, mais l'amour. Moi, ça m'a touché. Là, tout d'un coup, je dis, bah ça y est, tu m'as balancé des concepts qui m'ont rien fait jusqu'à maintenant, et là, tu me montres un peu d'humanité. Et ça marche. Et je trouve que c'est Insomnia, vraiment pour moi, c'est pour ça qu'Insomnia fonctionne très bien. C'est parce que je trouve le dilemme du personnage d'Al Pacino et le personnage qui est interprété par Robin Williams, je trouve que c'est des personnages hyper ambigus et qui sont à la fois hyper sympathiques et à la fois hyper antipathiques. Et il passe son temps à te souffler le chaud et le froid dessus. Et pareil pour là. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une explication narrative derrière avec le personnage de Christian Bale qui est à un certain instant sympathique et qui, l'instant d'après, est absolument totalement antipathique. Mais ce truc-là, en plus, il en fait une construction narrative. En fait, il en fait un élément de son truchement magique. Et je trouve ça génial parce que, finalement, encore une fois, le fond et la forme se mêlent parfaitement. Exactement ça. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. On va terminer l'émission donc sur quelque chose que tu m'avais proposé hors caméra et donc je t'ai dit vas-y, banco, moi ça me plaît. Donc je te laisse en parler. Alors, je vais baisser
Je vais descendre. Alors, moi, je vais faire un gros plan. Voilà. Donc, on a un gros. L'idée, c'est de faire un truc très court, hein, mais alors je sais pas ce que ça donnera vraiment sur la caméra, mais et puis si je pourrais le faire. Mais l'idée, voilà, c'est de te montrer parce que finalement, on peut faire à peu près la même chose avec des cartes que ce que fait Christian Bale. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que moi, j'explique jamais le tour parce que j'aime pas expliquer. Alors comme je t'ai dit tout à l'heure, pour moi, le secret n'est pas forcément ce qu'il y a de plus important en magie, mais je trouve que c'est quand même intéressant de le conserver malgré tout sur le moment. Hein. Ça, je trouve que c'est chouette de l'avoir sur le moment, le visuel. Mais si vous y réfléchissez un petit peu, en fait, ce que je vais vous montrer est très simple. C'est juste parce que finalement, le secret, et là j'évente un petit peu le secret, mais c'est le même que le prestige, fondamentalement. Enfin, vous verrez de quoi je parle. Tiens, Samir, on va essayer comme ça, je sais pas ce que ça va donner, tu vas me dire stop quand tu as envie. Stop. Quand tu as envie. Hein. Ici ? Ouais. Je pose là, ouais. D'accord, très bien. Vas-y. Donc je pars d'où tu m'as arrêté, hein, et on va regarder la carte que tu as choisie. Alors moi, je n'ai pas de retour, enfin si j'en ai un, mais on va dire que j'en ai pas. Ok ? D'accord. Parfait. Donc tiens, on va essayer de faire comme ça. Je vais faire ça très simplement. Je la remontre une dernière fois à la caméra, bien sûr, avec amour. Et on perd dans la joie et dans la bonne humeur, c'est important. Il faut être très très joyeux quand tu perds. Alors bien sûr, tu peux mélanger le jeu aussi. Donner l'impression que tu mélanges, c'est mieux. Mais je vais essayer de perdre, parce que c'est jamais facile de perdre carte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un truc cool, c'est essayer de faire remonter la carte sur le jeu. Ce sera intéressant. Et on en a parlé d'ailleurs dans le film, de remonter. Voilà. Et on est sur la promesse. Si je reprends l'idée. Voilà, ce que je te promets, la promesse que je te fais, c'est que la carte que tu as choisie, qui a été perdue, qui a été choisie librement, tu m'as dit stop quand tu voulais, va remonter sur le jeu malgré les mélanges. D'accord. Donc là, on pourrait le faire avec un petit geste magique, parce que les gens, ils aiment bien, ils se sentent mieux quand ils ont vu qu'il y a quelque chose qui a fait, quand ils créent une sorte de causalité entre les deux, mais en fait, ça ne change rien. Est-ce que c'est ta carte ? Non, ça n'est pas ma carte. Ce n'est pas ta carte ? Non, ça n'est pas ma carte, non. Ok. Là, on va faire un truc. On va essayer un truc. Parce que normalement, en fait, la carte, je peux la repérer. Je peux te donner un petit truc comme ça de magicien, mais normalement, ta carte, je pouvais la repérer. Parce que normalement, elle est marquée au dos. Là, il n'y a pas la marque au dos. Donc, logiquement, c'est pas celle-ci. C'est moi qui me suis planté. On va le refaire. Tu me laisses une deuxième chance ? Ah, ok, pas de souci. On va essayer une deuxième fois. On fait juste le petit claquement de doigts. Et normalement, voilà, il y a une carte qui remonte. 5 de pique, c'est la bonne ? Oui, c'est celle-là. Ah, bah, on est bon. C'est bien, ça rassure quand même. Ce qu'on peut faire, c'est comme on va essayer de faire comme Christian Bale comme Christian Bale dans le Prestige. Si je prends ton 5 de pique, que je le passe au-dessus de la dame de cœur passe ici et le 5 de pique qui est depuis le début repasse là. Et ben voilà. Tu penses que j'avais cru que tu t'étais trompé réellement ? Ça, par contre, je savais. Voilà. C'est génial. C'est exactement ça. Hein. C'est vraiment. Ouais, t'as raison. Bravo. Et tu crées de la dramaturgie, en fait. Alors, tiens, je vais. Est-ce que tu as quelques minutes pour que je te montre un truc, peut-être pour terminer, peut-être faire le lien avec. Je vais te faire une confidence. J'ai toujours adoré la magie. Donc, je suis là extrêmement. Mais tu sais, je te remercie comme tu ne peux même pas l'imaginer. Je suis comme un enfant là. Ah bah écoute, ça me fait plaisir. Ah oui. je vais juste prendre 3 minutes pour t'expliquer un tour, parce que je le fais rarement, mais là, je vais le faire. Parce que je trouve que c'est intéressant en termes par rapport à tout ce qu'on a dit et pour conclure un peu sur le Prestige. Je vais te montrer le tour et puis après je te l'explique, tu vois, c'est très court, c'est très simple, tout le monde peut le refaire chez soi, il n'y a pas de problème, c'est un truc classique, je sais même pas de qui c'est pour le coup. Le truc que j'ai fait avant, c'est un truc de Dave Vernon à l'origine, le professeur, c'est pas anodin d'ailleurs qu'au passage le terme professeur soit utilisé à plusieurs reprises dans le Prestige. D'accord. Donc quand tu veux, tu me dis stop, on va faire un truc très simple. Stop. Aujourd'hui bien sûr. Je prends celle-ci ou je change ? Celle d'après, celle-là. Très bien. Alors, je vais te la montrer. OK. Parfait. Donc, tu seras en face, il se passerait la même chose. Hein. Je la pose à l'avant. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais passer les cartes comme ça en petit paquet. Et quand tu veux, tu vas me dire stop. Quand tu as envie. Stop. Ici ? OK. Donc, oui. Je pose ta carte ici. Et je perds joyeusement. C'est important de perdre joyeusement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre invisiblement une carte. Tu vois, elle est là, elle est invisible. Je la mets dans ma main et c'est génial parce qu'elle disparaît. Ok, c'est naze. Parce qu'en réalité, elle est partie dans l'étui qui était sur le côté. Elle est là, toujours. Tu la vois ? Attends, je te montre le dos. Je vais te montrer la face, c'est mieux là. Voilà. Je l'imagine. Oui, je l'imagine. C'est bien. L'imaginaire, c'est important. Je vais prendre la carte maintenant. Je vais la mettre à l'envers au milieu du jeu. Alors, j'ai rien dans les mains, c'est important. Tu serais tout près, il n'y aurait pas de souci. Et je vais étaler le jeu. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Je vais le faire honnête.
si j'étale le jeu, il y a une carte qui apparaît à l'envers au milieu du jeu, qui est le 4 de carreau. C'est génial. Ouais. Je vois le 4 de carreau. Ouais, c'est bien, on est bien. Tu dirais, est-ce que c'est la carte que j'ai choisie? Ah non, c'est pas la carte que tu as choisie? Non, c'est pas la carte, mais en tout cas, d'accord, je vois le 4 de carreau, je le vois. Oui, c'est pas grave, j'avais pas dit que c'était ta carte en fait. Ah, Par contre, d'accord, c'est une ok. carte indicatrice et elle va m'indiquer la position de ta carte. C'est-à-dire que c'est un 4, donc je vais compter 4. Ça aurait été un 5, j'aurais compté 5. Un 6, j'aurais compté 6. Mais là, c'est un 4. Je vais compter à partir de là 1, 2, 3, 4. C'était quoi ta carte? Ma carte, c'était le 8 de carreau. Ok, très bien. C'est génial, c'est Et ça, génial. je peux te l'expliquer pour le coup, parce que ça va peut-être faire un lien avec le film dont on a parlé pour le coup. Ce truc-là, donc tu peux le faire n'importe quand chez toi, avec un jeu de cartes que tu as. Faut juste, tu vas voir, voilà, pour montrer à quel point un truc c'est simple. Et on est très proche. Voilà, il y a juste une carte que tu mets à l'envers. Alors c'est un 4, donc tu la mets en 4e position sur la face, à partir de la face, d'accord? Alors tu peux le faire avec un 5, mais le 5 tu mettras en 5e. Tu fais avec un 6, tu mets avec un 6e. Mais c'est plus simple avec un 4. Ok? D'accord. Si vous regardez d'ailleurs, si vous remettez un tout petit peu en arrière, je l'ai fait devant toi parce qu'on parlait d'autre chose. J'ai juste chopé un 4 dans le jeu, je l'ai mis sur la face et je l'ai retourné dessous. C'est tout. En 4e. C'est tout. Donc tu as ton 4 en 4e à l'envers. C'est tout. Tu fais choisir une carte. Tu vas pas trop loin, bien sûr. Tu dis pas que ton jeu est normal parce que souvent, sous-entendre qu'un jeu est anormal, c'est dans une certaine mesure tendre le bâton pour te faire battre parce que les gens vont vouloir vérifier. Évidemment, ne glisse pas dans l'idée du spectateur. Si tu glisses dans la tête des spectateurs qu'un jeu est normal, ça veut dire qu'il y a des jeux anormaux. Il faut pas le faire. Bon, là, ton jeu n'est pas anormal, donc c'est pas trop un problème, mais t'as pas envie non plus qu'ils aillent trop loin. Donc le spectateur choisit une carte, donc t'étales entre tes mains. En général, c'est assez simple de pas aller jusqu'au bout, de toute façon, puisque les gens sont contents quand ils ont ça. Tu leur fais choisir une carte, ils la regardent, ils sont contents. Et une fois que tu as fait ça, donc tu vas prendre les petits paquets comme ça du jeu. Vous pouvez vous le repasser après, le refaire, hein, vous pouvez le faire chez vous. Et quand le spectateur te dit stop, imaginons ici stop, tu vas remettre sa carte. Alors ce qui est très important, c'est que le jeu, et on parlait tout à l'heure de l'attitude et le fait de faire une sorte de mimétisme entre le quotidien, comment ça se passerait dans le quotidien, et le moment où tu fais de la magie. C'est bien que ton jeu soit déségalisé, parce que tu envoies implicitement quelque chose dans la tête des spectateurs. Si ton jeu est un peu en bordel, ça sous-entend, et ça c'est un truc qu'on trouve chez Daïn et Ortiz, ça sous-entend que tu ne contrôles pas. Un jeu qui serait bien mis, c'est un jeu que tu contrôles. Donc tu envoies implicitement l'information que tu contrôles quelque chose. Or, si tu laisses un peu de bordel, c'est tout, ça va faire. Si jamais les gens vont trop loin, bien sûr, tu fais une petite vanne, il faudrait bien le faire aujourd'hui, par contre, parce qu'on n'a pas que ça à foutre. Moi, quand je suis au restaurant, je dis je suis payé à l'heure, par contre, donc moi j'ai le temps, vous faites comme vous voulez. Voilà, tu fais une vanne un peu nulle, mais bon, ça le fait. Donc tu arrives à peu près au milieu, en général, les gens s'arrêtent au milieu, tu fais remettre ta carte, et voilà ce qui va se passer. Là, tu as ton 4 ici, tu vas tout reposer dessus. Ouais. C'est tout. Et c'est fini. Le tour est terminé. Puisque ta carte est déjà en 4e position après. D'accord. Je refais vite fait. Hein. Quand il veut, il me dit stop. On va faire des petits paquets pour pas qu'il aille trop loin. Le spectateur me dit stop. Et moi, je vais poser dessus. L'idée ici, c'est de toujours laisser du bordel sur la table. Donc, ce que tu peux faire. Alors, j'ai fait une petite technique un peu compliquée tout à l'heure. On va éviter les trucs qu'il n'y a pas forcément besoin. Mais c'est bien, par exemple, tu étales dans tes mains, pas trop loin, et tu le poses en bordel. Ouais. Parce que tu envoies explicitement au spectateur, implicitement l'idée que tu t'en fous du jeu. Donc, tu contrôles rien, il se passe rien. Donc, tu crées une attitude, tu crées quelque chose qui est complètement factice, en donnant l'impression que ce qui est factice est simplement du naturel. Et dernière étape la plus importante, qui est pour le coup présente dans le précis, c'est ce qu'on appelle la parenthèse d'oubli, c'est que tu vas faire semblant de prendre une carte, de dire tu la retournes, etc. Ça sert à quelque chose, ça paraît nul, mais ça sert à quelque chose. Un tour, il y a un point A et un point B. Il y a fondamentalement, si tu veux, la promesse et le climax, si on prend ça. Promesse, je vais retrouver ta carte. Climax, je retrouve ta carte d'une manière ou d'une autre. Et là, tu vas créer au centre, si on prend cette ligne-là, une parenthèse, qu'on appelle une parenthèse d'oubli. Ce qui fait que quand les gens parlaient de remonter un tour, vont remonter le tour après, ils vont remonter, et ils vont bloquer à cette parenthèse. Ils vont se rappeler de suffisamment d'informations importantes. Une carte a été choisie d'une certaine manière et a été perdue d'une certaine manière, mais ils ne sauront plus exactement comment ça a été fait. Donc quand ils vont remonter, ils vont bloquer ici. D'où l'importance de faire, je prends invisiblement, je fais disparaître, je la retrouve ici, tu fais des conneries. Moi, ça m'arrive des fois en restaurant de faire 2-3 minutes là-dessus. C'est nul, mais ça me fait rire. Et ça fait rire les gens. Et ils ont oublié. Et après, tu égalises, tu montres que tu n'as rien dans les mains, parce que des fois, les gens pensent que tu pourrais faire des trucs, mais il faut montrer vraiment que tout est net. Tu étales ton jeu. Dramaturgiquement, c'est plus rigolo. Tu attends que les gens te disent que c'est pas la bonne. Comme ça, tu fais grimper le truc. Tu restes ambigu sur tes formulations. Et ensuite, tu leur expliques très clairement, tu sépares, tu dis 4, donc je vais compter 4, ça aurait été 5, j'aurais
Pour pas qu'ils essaient de penser que tu les entubes au niveau de l'énoncé du truc. Je vais compter 4. 1, 2, 3. Et tu montes clairement la 4e. Et c'est dit bref, tu peux tout examiner, etc. Et c'est ça. Voilà. Et c'est ça. C'est marrant parce que alors je vais refaire ça. C'est marrant parce que ce que tu as fait, ce que tu as expliqué, c'est exactement l'arc narratif du pardon, la structure narrative, ouais. la structure narrative, je retrouvais plus mes mots, pardon, du film. C'est incroyable, c'est exactement ça. Ben, je suis heureux, vraiment, j'aime beaucoup. C'est une idée géniale et je suis très très content qu'on ait terminé là-dessus. Mais c'est un plaisir. C'est fascinant, c'est assez fascinant parce qu'en même temps, je pensais effectivement à ça, au film, quoi. Et c'est exactement ça, c'est incroyable. Mais c'est pour ça que je pense vraiment que c'est un film qui est vraiment, pour le coup, extrêmement documenté. C'est pour ça que je considère que c'est le meilleur film qu'on ait fait actuellement sur la magie, parce que le Insaisissable a essayé de refaire la chose, mine de rien. Oui. Parce qu'a essayé d'avoir cette structure avec quand même une révélation d'un secret à la fin, en montrant que le personnage, il me semble, c'est le personnage de Marc Ruffalo, est ce magicien mystérieux, ce Kaiser Soze un petit peu du film. Soze, ouais. D'ailleurs, au passage, moi je pense qu'aussi un très bon film sur la question de la magie aussi, sur sa structure, c'est Usual Suspect aussi, de Bryan Singer. Ouais. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire en lien. Et je trouve que Insaisissable ne réussissait pas ça parce que Insaisissable part d'emblée dans des tours qui sont irréalisables. Je trouve que ce qui va renforcer l'aspect magique et la structure magique vraiment stricte du Prestige, c'est qu'il te fait de vrais tours de magie et qu'il te montre des trucs qui sont réalisables, et ça rend la chose encore plus extraordinaire que n'est le Insaisissable avec ses moultes effets numériques ridicules. Mais je vais pas cracher sur Acida, pardon. Non, mais je peux le faire à ta place si tu veux. D'accord. Je le cracherai 2 fois parce que malheureusement on en a eu 2, donc c'est vrai que c'est donc voilà. Par contre, moi ce que je te propose, c'est qu'on se dise pas que la conversation est terminée. J'ai envie de te dire, il y a une virgule ou un point virgule, et on va réfléchir pour une 3e conversation autour d'un autre thème parce que c'est vraiment un plaisir de dialoguer avec toi et j'aime beaucoup, et en tout cas celles et ceux qui nous ont écoutés, je pense que c'est exactement la même chose. En tout cas, c'était un plaisir de discuter merci à toi. autour de ce film, et puis les 10 dernières minutes, je pense, resteront légendaires chez Microciné. C'était vraiment bien. Voilà. Merci beaucoup, Romain. Je rappelle encore à celles et ceux qui nous regardent, allez sur le site de Romain. Vous avez sur la chaîne YouTube de Romain, vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Allez-y, faites des commentaires, voilà. Et puis au passage, il y a aussi de la magie sur la chaîne régulièrement, donc si la magie ça vous plaît aussi, il y a plein de petites choses, donc voilà. C'est super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Romain, pour ta disponibilité. Et puis, on se retrouve très vite. Je ne sais pas sur quoi cette fois-ci, mais on trouvera bien un terrain d'entente. J'en suis persuadé. Merci beaucoup, Romain. Merci beaucoup à toi. Très bonne journée à toi. C'est parti pour le générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions. Just my rifle